point commun quand même à tous vos discours, c'est que c'est véritablement une très forte diminution de la distance à tous les niveaux, la distance organisationnelle, le temps, l'aspect temporel et l'aspect aussi, bien entendu, géographique, une très grande rétrécissement de cette distance entre l'offre et la demande. Vous avez dit, en tout cas, il y a un certain nombre d'intermédiaires. Chez Renault, vous n'êtes plus centré sur le fait d'être en B2B et d'avoir un intermédiaire obligatoire entre le client final et le groupe. Et évidemment, au travers de la massification, notamment, que nous sommes ici dans un cours numérique, c'est l'accès directement du professeur à énormément de personnes et avec un retour d'expérience massif et sans plus de distance géographique, plus nous sommes en distanciel, etc. Donc je crois qu'il y a véritablement un certain nombre de caractéristiques que l'on peut retrouver avec aussi l'insynchronie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé au niveau des cours, il y a des personnes qui sont en train de nous regarder en direct, il y a des personnes dans cette salle, des personnes qui nous regardent en direct, des personnes qui regarderont quand elles auront envie une partie de cette conférence. Et donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on peut retrouver dans tous nos process et dans toutes nos façons de voir. Donc je pense que nous essayons, dans une certaine mesure, d'être des acteurs de cette transformation numérique, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait que, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est une neutre comme toute technologie, ou est-ce comme tout passage technologique et changement, ou est-ce que ce changement peut être positif ou négatif pour vous, et quels sont pour vous aussi les freins que vous verriez, et notamment dans nos sociétés, notamment la société française, sur Actingy? Je vous remercie, c'est une question extrêmement intéressante. Finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? Et je vais repartir un petit peu finalement du fait que ça ne doit pas nous apporter uniquement de l'accélération, pour reprendre la théorie enfin, la pyramide de Maslow dont parlait Yves Condomine tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous donne comme sens? Est-ce que ça nous permet de nous positionner sur du sens? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça nous apporte comme opportunité, je pense? Et là, je vais me positionner comme étant citoyen français. Et troisièmement, quels sont les freins que j'y vois? Moi, je pense qu'effectivement, ce qui est formidable avec l'accélération de ces technologies, alors j'ai l'habitude de dire que le numérique, c'est quand même né avec l'informatique. Il y avait des 0 des 1 à l'époque où je perforais des cartes à l'école des mines, donc il y a fort longtemps. C'était quand même des 0 et des 1, mais c'est vrai qu'il y a la vitesse, il y a le haut débit. Le haut débit, je pense, a beaucoup bouleversé les choses. Et puis, il y a cette capacité à avoir miniaturisé qui fait que sur le smartphone que montrait Yves Condomine tout à l'heure, il y a beaucoup plus que la puissance qu'il y avait dans des grandes salles dans le temps. C'est vrai que nous avons un tel accès à tout qu'il faut être capable ça, c'est finalement, nous sommes tous interpellés par ça. C'est être capable de sortir de la fascination pour la technologie pour rentrer effectivement dans le sens, dans le contenu. Et paradoxalement, on a le sentiment que, alors que ça devient de plus en plus facile, on se contente éventuellement de simplifications un peu outrancières, alors qu'on pourrait, compte tenu de la vitesse à laquelle on accède et compte tenu de la capacité grâce aux grandes données qui sont disponibles au bout du finger, là, je ne sais plus comment on dit ça, on est capable effectivement de remonter fortement dans la pyramide de Maslow au sens des aspirations, au sens du sens de ce qu'on fait. Donc moi je pense qu'on a la possibilité, il faut passer de la fascination pour la technologie à la maîtrise de la technologie. On n'aura jamais la maîtrise totale de tout ce qu'il y a dans une machine comme celle-là. Il suffit de trouver la maîtrise de ce dont on a besoin et pour le reste effectivement de s'intéresser. Bon, tout le monde connaît la caricature des gens qui, plus ils ont de réseaux sociaux et moins ils communiquent directement. Vous avez ces espèces d'images où vous voyez 10 personnes ensemble dans un café, chacun en train de faire soit son courriel, soit de poster une photo sur le livre, ce que moi j'appelle le livre des fesses, hein, le Facebook, etc. Le deuxième point, c'est est-ce que ça nous apporte des opportunités? Moi je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. On a vécu des années, allez, disons-le, de délocalisation. Non seulement de délocalisation de métiers répétitifs, mais aussi des délocalisations de métiers de conception, y compris dans l'entreprise que je représente.
dans laquelle je travaille, on a délocalisé non seulement des fabrications, mais le plus souvent, on les a délocalisées pour les rapprocher de leur client final, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a des produits low cost qu'on vend en France qui sont fabriqués en dehors. On a aussi délocalisé, bien entendu, des fonctions tertiaires comptables, et puis à un moment donné, on a délocalisé certains ingénieurs. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la vitesse fait qu'on a réellement besoin d'avoir des capacités de réactivité qui font que nous avons la possibilité de reprendre la main, ici, dans l'Hexagone, sur énormément de compétences pour pouvoir obtenir les applications dont on a besoin. On est capable de le faire si on s'y met. Je vois deux freins. Le premier frein, il est à court terme. Il est que pendant quelque temps, la disponibilité des compétences est un peu limitée. Par exemple, je crois que Jean-François a parlé tout à l'heure de data analytics, il a parlé de coachs digitaux, etc. Enfin, je ne sais pas si tu as parlé de coachs digitaux, mais ça ne fait rien. Il aurait pu. Il faut les fabriquer. Mais ça me rappelle, moi, quand je suis sorti des mines, il n'y avait pas d'option informatique. J'étais option informatique, ce qui n'existait pas, donc on m'a mis option mine. Je ne suis jamais descendu dans une mine, pourtant. Et donc, il y a toujours eu à un moment donné une tension sur des compétences. Le système est capable, effectivement, en faisant l'effort nécessaire pour pouvoir effectivement le compenser. Les Indiens ne sont pas les bras ballants. Donc, ça fait partie des risques, puisqu'on parle des risques, ils ne sont pas les bras ballants. Il y a des milliers de personnes qui sont d'ores et déjà compétentes dans la capacité à analyser et à gérer les données. Les freins. Les freins, ils ne sont pas technologiques. Les freins, ils sont purement culturels. Le numérique impose plus encore que ses petits ancêtres. Il impose qu'on virevolte, qu'on soit agile, qu'on remette en cause des modèles, qu'on change des processus, qu'on accepte que certaines entreprises disparaissent. D'ailleurs, on a vu pendant toutes ces années des sociétés qui ont disparu, pas que des sociétés informatiques. Je veux dire, Kodak a disparu, ou plus ou moins, Polaroid. Je veux dire, il y a Nokia, Alcatel, qui a été bouffé par le même. Je veux dire qu'il y a effectivement une vitesse de transformation qui est grande, et il faut être agile. Et là, ce que je vois, moi, c'est ces espèces de relents de conservatisme un peu archaïque qui traversent la société française plus que d'autres sociétés et dont la prise de parole publique est confisquée par des acteurs minoritaires qui se considèrent comme étant effectivement propriétaires de la parole et qui ont un double impact. Un premier impact, c'est que ça retarde des transformations, mais elles ont un deuxième impact dans un univers globalisé, c'est que ça peut faire peur à des décideurs économiques par rapport à des investissements à faire en France. Et ça, je pense que c'est un frein extrêmement pernicieux. Monsieur Biget ? Oui, alors, donc la question était double. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Quand j'utilise mon smartphone, par exemple, pour me rendre dans un lieu que j'ai jamais connu, que je ne connais pas, je ne suis jamais allé, c'est génial. Donc très positif. Puis je pense maintenant à une soirée sur l'ubérisation du consultant. Et alors là, j'ai vu des gens, donc des entrepreneurs, qui avaient peur d'une chose, la désintermédiation. Ils avaient peur, en fait, qu'on leur confisque la relation qu'ils ont avec leurs clients. Comment ? Avec la mise en place d'une plateforme numérique qui collecterait, par exemple, l'émission à pourvoir et la mise aux enchères qu'il fait pour le moins. Voilà. Donc le digital, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Les deux, mon capitaine. Ça dépend comment on va mettre en œuvre les technologies sous-jacentes, etc. Après, il y a aussi, je crois, dans le digital, une tournure d'esprit. Alors là, j'ai envie de réagir un petit peu aux propos d'Yves tout à l'heure, qui était « ne rêvons pas trop ». Moi, je crois qu'au contraire, le digital, c'est
Ça permet aux gens de se libérer, de se projeter dans des choses qui semblaient presque inconcevables. Créer sa boîte, ça devient quand même très simple. Avoir à disposition des applications et des outils pour la faire tourner aussi. On a accès quand même à beaucoup de choses de façon relativement simple. Donc après, ça prend un peu de temps pour arriver à les utiliser parfois. Mais globalement, il y a beaucoup d'opportunités. Et puis alors, on peut même parler de projets fantastiques. Là, je pense par exemple à Elon Musk, qui est en train un peu de marquer notre époque quand même, à travers différentes initiatives. Donc je ne parlerai pas d'automobile, mais je peux parler par exemple d'aérospatiale, sans fâcher personne ce soir, avec par exemple le lanceur qui revient sur Terre, avec demain le tube qui va vous permettre de voyager à une vitesse hallucinante. Je pense qu'en fait c'est la tournure d'esprit du moment, avec des gens qui arrivent à développer des sociétés, je dirais, surprenantes, hein, et à les valoriser à des montants. Alors là, il y a peut-être aussi des questions liées à la finance et à des choses que je maîtrise moins. Farid est sans doute plus à même de juger de la valeur de certaines sociétés, peut-être, plutôt que moi. Mais là, je trouve que ça appelle quand même à une période de rêve. Voilà. Moi, des fois, je me retrouve... hier, je rentre à la maison, on avait un goodies à l'événement, c'était un masque de réalité virtuelle. Je l'ai partagé avec mes enfants, c'était le rêve. On tourne la tête, on voit un immeuble derrière, tout ça assis dans son canapé, quoi. Moi, je trouve que ça nous change de paradigme. Il y a plein de choses qui deviennent possibles, quoi. Voilà. Et M. Condemine, qu'est-ce qu'il en pense ? Alors, effectivement, il faut éviter de tomber dans une forme de ce qu'on va appeler la fascination ou la tyrannie technologique. La technologie, elle fera ce qu'on lui demandera de faire. Je crois qu'elle est là, la technologie, aujourd'hui. Effectivement, elle a des possibilités qui dépassent finalement l'ensemble des usages que l'on peut en faire. Il faut aujourd'hui, quand j'ai dit... il ne s'agit pas de ne pas rêver. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il faut aujourd'hui commencer par construire par les fondations, on peut dire qu'elles sont là, et qu'il faut ensuite graduellement apporter donc une digitalisation dans les usages, mais qui correspondent aussi à des besoins exprimés, plus que ressentis. Je vais prendre un exemple très concret. Nous sommes une université. Donc nous regardons comment on peut faire évoluer la pédagogie vers des aspects qui utilisent plus le numérique et les possibilités du numérique. C'est un axe fort aujourd'hui du ministère de Thierry Mandon. Donc on doit regarder ce qui peut être fait. Alors, on peut tout de suite imaginer des choses extraordinaires qui se réaliseront peut-être un jour. Mais là, aujourd'hui, au sein de l'Université Lyon 3, ce qu'on peut faire pour nos 29 000 étudiants, avec les moyens dont on dispose, qui sont des moyens plutôt stagnants, c'est pas l'extraordinaire. Mais par contre, on peut faire quand même pas mal de choses intéressantes. Et on est assez pragmatique, hein, donc on a fait une grande enquête auprès de nos étudiants, et pour savoir ce qu'ils voulaient. Donc on a fait une enquête de 140 questions. Alors là, on m'a dit 140 questions pour des étudiants, tu vas avoir 100 réponses, 200 peut-être. On en a eu 5000. 5000 fois 140 questions, 700 000 éléments de réponses à analyser. 3 axes. Axe plutôt personnel. Comment êtes-vous équipé à titre personnel ? Smartphone, tablette, PC portable, ultra portable, enfin, etc. Quels sont vos usages, je dirais, digitaux, numériques, personnels, c'est-à-dire par rapport notamment aux réseaux sociaux ? Comment vous utilisez ça dans votre vie quotidienne ? Deuxième grand thème, ce que vous propose aujourd'hui l'université Lyon 3 en termes d'environnement numérique au sein de l'université, est-ce que ça vous convient ? Troisième grand thème, la prospective. Nos limites, dites-nous ce que vous aimeriez au sein de l'université Lyon 3. Je peux vous dire qu'on a été assez surpris du résultat. Parce que les axes principaux qui en sont ressortis de développement, vus quand même par 5000 de nos 29 000 étudiants.
Donc c'est un échantillon totalement significatif et qui était dans sa répartition totalement représentatif de la structure de nos étudiants, représentatif en genre, filles et garçons, représentatif en composantes, le droit, l'IAE, la philosophie, les langues, les lettres, l'IUT, représentatif de la répartition dans les différentes années, première année de licence, deuxième, troisième, master, etc. Les éléments forts qui en sont ressortis, c'est que nos étudiants veulent des contenus sous forme numérique. C'est-à-dire que les cours, ils les veulent sous forme numérique, pas des choses extraordinaires. Ils veulent accéder à des fichiers PowerPoint, PDF, etc., qui soient mis à disposition par les enseignants sur notre plateforme e-learning. Les étudiants prennent eux-mêmes leurs notes, essentiellement de façon numérique, mais ils prennent des notes. C'est-à-dire que les supports de cours qu'on peut mettre à dispo sous forme numérique, ça ne leur suffit pas. Et souvent, on entend... Oh, on voit dans les amphis, on passe devant un amphi, on voit tous les étudiants avec leur PC portable ouvert. Oui, alors ils sont équipés à 100% à peu près en PC portable. Hein. Ils sont équipés à 80% en smartphone, donc smartphone tactile, hein, et ils sont équipés à 30% de tablette. Ils ne voient pas trop la tablette entre le smartphone et le PC portable où ça se place. Alors pourquoi ils ont besoin d'un PC portable? Parce qu'ils prennent des notes et qu'un PC portable a un clavier qui marche bien. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les claviers qu'on clipse sur les tablettes. Donc quand vous voyez tous ces étudiants avec leur PC ouvert, tout comme mon voisin, eh bien, en fait, c'est pour un usage essentiellement pédagogique. On dit tout le temps, les étudiants, ils sont dans les amphis et ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, et où ils jouent à des jeux, où ils chattent avec leurs copines, ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. 60% de nos étudiants, enfin de cet échantillon de 5000, prennent systématiquement en cours magistral des notes directement sur leur PC portable. 60% systématiquement. 15% prennent systématiquement des notes papier qu'ils retranscrivent en numérique ensuite, qu'ils recopient, on va dire, en numérique. Donc on en a déjà 75% qui systématiquement prennent des notes qu'ils transforment, qu'ils prennent directement ou qu'ils transforment en numérique. Ça, c'est déjà un enseignement. C'est-à-dire que ce qu'ils font dans les amphis avec leur PC portable est quand même essentiellement pédagogique. Alors ça leur sert aussi à autre chose, c'est à challenger le prof. Parce que pendant que le prof parle, donc ça c'est peut-être plutôt dans les configurations où il y a moins de monde, comme en master, il cherche sur Wikipédia, puis Monsieur Disson, vous avez dit que, mais moi j'ai lu que. Voilà. Donc là le prof aussi, oui, il faut qu'il soit peut-être plus agile que dans une pédagogie purement transmissive. Et nos étudiants, de quoi ils ont besoin aussi? Il y a un gros challenge pour nous. C'est le BYOD, le Bring Your Own Device, c'est-à-dire que les étudiants, comme je l'ai dit, équipés à 100%, eh bien, ils veulent travailler avec leur PC portable dans l'université. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on met en place des salles libre-service informatiques, on ne met plus de postes dedans, on ne met plus de PC. On met de la connectique réseau, on met de la connectique électrique et on met du mobilier sympa qui casse le côté institutionnel, les rangées de tables, de chaises, etc. De la même manière, on réaménage petit à petit toutes nos salles pédagogiques numériques, c'est-à-dire les salles dans lesquelles se déroulent des cours qui nécessitent un poste de travail parce qu'il faut accéder à tel ou tel logiciel. Donc on fait des salles qui sont organisées en îlots collaboratifs avec écran partagé, îlot de 6 étudiants. Soit on utilise le poste de travail fourni par l'université qui est escamoté dans le mobilier, soit l'étudiant utilise son PC portable et à ce moment-là, il sort la connectique électrique, réseau, etc. Donc ça aussi, on a cette vision de ce que souhaitent nos étudiants qui n'est pas extraordinaire, Alors ils veulent aussi des imprimantes, parce qu'ils impriment beaucoup. Le zéro papier, on n'y est encore pas tout à fait, parce qu'effectivement, quand vous travaillez en droit ou en médecine sur des cours complexes, il faut avoir X feuilles devant soi à regarder en même temps. Et au final, peut-être une conclusion de ce que je viens de dire, là, c'est qu'un des éléments forts de la transformation numérique, c'est l'aménagement des espaces. C'est vraiment de repenser aussi l'ergonomie et l'aménagement des espaces. Et je serai lundi avec notre vice-président en charge des questions financières et de patrimoine au siège de Bouygues Immobilier à Guyancourt pour une présentation justement de la vision par cette société de l'Université du futur en termes d'aménagement des locaux. Et je crois que cette dimension d'aménagement est également quelque chose de très fort dans la transformation numérique.
On en parlait avec Eric aussi cet après-midi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de smart office parce que des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché, qui rentrent dans des sociétés, ils ne conçoivent plus d'avoir un bureau à l'ancienne comme on pouvait l'avoir. Voilà. Donc, il y a toute cette réflexion aussi. Voilà. Donc, j'aurais pu dire beaucoup d'autres choses, mais j'ai voulu zoomer un petit peu sur cette approche qu'on a eue par rapport aux étudiants. Et puis, alors je suis bavard, mais je terminerai quand même sur cette histoire de rêve, parce que je voudrais dire que je sais rêver quand même. Hein. Mais parfois, on est déçu dans les rêves. Pour l'anecdote, quand j'avais 9 ans, c'était en 1969. Et savez-vous ce qui s'est passé en 1969 ? Eh bien, on est arrivé sur la Lune. Donc, je pensais à 9 ans que l'homme étant sur la Lune, moi, quand j'en aurai 40 ou 50, je serai aussi sur la Lune, forcément, puisque 40 ans plus tard, ça deviendrait quelque chose de démocratisé. Ce n'est pas tout à fait le cas, et on parle seulement d'essayer d'y retourner.